Et pour terminer l'émission, on est heureux de recevoir Révérien Rurangwa. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup d'être là. Votre livre est absolument poignant, aussi poignant que les chansons de Corneille quand on a découvert Corneille, avec des mots très forts. Génocidés, ils m'ont tué, moi et toute ma famille, sur une colline du Rwanda en avril 94. J'avais 15 ans, je ne suis pas mort. Vous allez nous raconter ce qui s'est passé, votre retour au Rwanda. Je reprends la première phrase. Depuis que le 20 avril 94, vers 16 h, je fus découpé à la machette avec 43 personnes de ma famille sur la colline de Mugina, au cœur du Rwanda. Je n'ai plus connu la paix, j'avais 15 ans, j'étais heureux, le ciel était gris dans mon cœur et mon cœur était bleu. Mon existence a soudainement basculé dans une horreur inexprimable dont je ne comprendrai probablement jamais les raisons ici-bas. Mon corps, mon visage et le plus vif de ma mémoire en portent les stigmates jusqu'à la fin de ma vie, pour toujours. C'est comme ça que débute ou à peu près votre livre. Avant ce moment-là, avant le 20 avril 94, au Rwanda où vous avez vécu l'un et l'autre, vous n'imaginiez pas que les choses pouvaient tourner comme celle-là, Révérien? Écoutez, moi, surtout quand j'étais un enfant de 15 ans, j'aurais jamais pensé que du jour au lendemain, je perds toute une famille. Et moi et toute ma famille, avec les 43 personnes de ma famille, on s'est réfugiés à la paroisse de ma commune d'origine. Et on est resté là. En tout, il y avait 45 000 réfugiés Tutsis. Et je crois qu'il n'y a eu que 6 personnes, y compris moi. Et là, les Hutus, quand ils sont arrivés avec les machettes, ils ont commencé à découper à tout le monde, mes parents, mes grands-parents. Et après, moi, ils m'ont laissé là pour mort. Et dans cette cabane où j'étais avec toute ma famille, et pour être sûr que tout le monde allait mourir, ils ont mis le feu dans la cabane. Et sans trop réfléchir, j'ai décidé de sortir, tout en sachant que dehors, ils continuaient à tuer. Et quand je suis sorti, c'est là qu'ils ont commencé à me découper partout, le nez, un coup de gourdin à mon épaule gauche, un coup de lance dans mes côtes, un œil arraché à la machette aussi. Et là, ils continuaient à tuer les autres. Et même après 3 jours, ils continuaient à tuer. J'ai demandé de m'achever, ils m'ont refusé. Parce que pour eux, m'achever, c'était un cadeau. Et donc pour eux, j'allais mourir. Ils voyaient, il y avait mon nez qui était tombé, la cicatrice derrière la tête qui tombait au cou, mon nez arraché. Donc pour eux, me tuer, c'était un cadeau. Ils ont refusé de me tuer. Et voilà, aujourd'hui, je vis encore. Quand vous dites « eux, ils m'ont refusé de me tuer », vous citez la personne qui a tué l'ensemble de votre famille, qui vous a plus que maltraité, le mot est mal choisi. Ces gens-là, notamment Sibon Mana, on va y revenir, avant le génocide, c'était des gens avec qui vous partagiez votre village, avec qui vous partagiez votre quotidien, avec qui vous partagiez les bancs de l'école, par exemple. Vous aviez une vie presque normale avec ceux qui sont devenus vos bourreaux? Écoute, la famille Sibon Mana, c'est la famille depuis tout petit, depuis que je suis né. Je voyais venir chez mes parents. C'est la famille auquel nous n'avions jamais eu de problème avec. C'est la famille auquel ces enfants, nous avions été à l'école ensemble, nous avons joué le foot ensemble, nous avons fait tout ensemble. Et donc c'est la famille auquel on n'imaginait pas qu'un jour ils puissent prendre les machettes et exterminer toute une famille. Corneille, ça c'est la même chose que vous avez vécu, les gens qui se sont retournés contre votre famille. Vous avez vu, on ne va pas vous faire raconter une nouvelle fois votre histoire, mais c'est les gens qui sont retournés contre vous, c'est des gens avec qui vous partagiez les bancs de l'école, qui étaient vos copains, avec qui vous jouiez au football, hein. Moi j'ai fait une expérience un petit peu différente, parce que moi ce sont des hommes armés qui sont venus chez moi. Mais ceci dit, ce qu'ils racontent est très vrai. Je pense que c'est très important pour tous les Rwandais. En plus, on est en plein mois, le mois d'avril pour les Rwandais, c'est le mois de commémoration. On est en plein dedans. C'est important pour les gens de savoir que ce génocide-là a bien eu lieu et que effectivement les gens sont devenus. Il y a une espèce de folie collective qui a pris les gens. Avec cet attentat. Avec et effectivement, il y a des gens qui ont passé qui ont été voisins toute leur vie, qui sont allés à l'école ensemble, qui ont partagé toute une vie, qui du jour au lendemain se sont retournés les uns contre les autres sans raison. Et l'absurdité, elle est là en fait. Ouais. Vous racontez des choses absolument abominables dans votre livre, la façon dont vous avez par exemple vu périr votre mère, Drocella. Vous écrivez « C'est ainsi que je vois ma mère, celle qui m'a donné ma vie, comme je ne l'ai jamais vue, entièrement nue, la haine du Hutu, des Hutus, de tous les Hutus se vrille en moi à cet instant, comme les doigts d'un harpon qui ne pourra jamais être retiré, tant il pénètre loin dans ma chair. Une haine noire, mortelle, intense, inextensible et totale qui ne fait que redoubler, se multiplier 77 fois lorsque Sibon Mana, donc le meurtrier, prend tout son temps pour ouvrir le ventre de ma mère et que j'entends celle-ci murmurer « Papa, papa, pourquoi m'as-tu fait naître ?» Donc ça, c'était en 1994. Aujourd'hui, vous vivez avec ça
j'imagine, gravé dans votre mémoire. Et vous avez la haine. Corneille m'a raconté ici qu'il n'avait pas la haine. Hein. Vous avez la haine? Mais écoutez, moi j'ai toujours la haine. C'est pas vraiment une haine. Mais en même temps, je me demande comment ne pas avoir la haine. Comment pardonner à quelqu'un qui a passé 3 mois à tuer jour et nuit? Comment pardonner aux Hutus qui ont arrêté leur travail pour aller éliminer les Tutsis? Comment travailler? Il y en avait même certains qui continuaient à aller au travail normalement, qui sautaient les cadavres. Comment pardonner? Et encore, comment pardonner à celui qui n'a jamais demandé pardon? Moi, je pense que je ne peux pas pardonner. C'est impossible. Pour moi, dans la vie, il y a des choses pardonnables et d'autres qu'on ne peut pas pardonner. Ouais, moi, j'ai jamais dit que je pardonnais non plus. C'est pas des choses que. Non, mais c'était pas le pardon, mais vous disiez que vous avez transformé votre haine en autre chose. Oui, j'ai dit que j'avais pas la haine parce que moi j'ai eu la chance de peut-être, contrairement à Sévérien, j'ai peut-être eu la chance de m'en sortir indemne et psychologiquement et physiquement. Sévérien porte les marques de ce génocide. Pas moi, et en plus j'ai eu droit à une deuxième chance, j'ai eu droit à la normalité encore, à la vie normale encore une fois. Mais c'est pas vrai que j'ai pardonné, c'est pas sur le champ de choses qui se pardonnent. J'aimerais juste préciser quelque chose, parce que Sévérien dans son histoire, j'ai commencé à lire le livre, il parle des Hutus et le génocide tel qu'il est présenté, voilà, c'est les Hutus contre les Tutsis. Le génocide, c'est vrai, il visait les Tutsis, ça personne ne peut le nier, et c'est d'ailleurs une faute grave qu'on commet, et je pense qu'on perpétue ce génocide quand on nie ce fait-là. Les Tutsis étaient bel et bien les victimes de ce génocide. Ceci dit, il ne faut pas faire l'amalgame parce que quand on parle des Hutus, on parle quand même de 85% d'une population, et 85% d'une population non pas tuée. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que tous les Hutus ne sont pas génocidaires et tous les Hutus ne sont pas tueurs. Là-dessus, avant de donner la parole à Franz dans 30 secondes, vous, à la différence de Corneille, vous avez fait le choix de retourner au Rwanda, c'était en 96. Voilà. Et ce que vous décrivez dans le livre est extrêmement fort, parce qu'évidemment, il y a toute la partie sur le génocide, mais il y a le retour. Et là, vous dites, n'ai-je pas fait un immense cauchemar? Des enfants jouent au ballon, des femmes portent leur bébé dans le dos et des paniers sur la tête, les hommes papotent, la vie paraît couler comme si de rien ne s'était passé. Vous écrivez, je suis secrètement obsédé par une question, va-t-on me reconnaître avec ces lunettes médicales qui cachent mon œil vide, ces cicatrices qui me boursouflent le visage, cette démarche claudicante qui provoque mon épaule fracassée, ce moignon de bras? Et là, vous tombez nez à nez avec le meurtrier de vos parents et avec celui qui vous a mutilé comme ça. Et il était là, il était libre et rien ni personne ne l'avait rattrapé. Personne. Si vous voulez, lui, il ne s'est même pas réfugié aux Zaïre comme les autres génocidaires. Il est resté sur place parce qu'il était certain que moi-même, je n'étais pas encore en vie. Parce qu'après 2 ans, il ne s'imaginait pas que j'étais en Suisse où j'ai été soigné. Parce que vous avez été soigné en Suisse. J'étais soigné en Suisse. Donc vous étiez une sorte de mort-vivant qui revenait. Voilà, mort-vivant. Donc il n'a pas cru du tout. Quand je suis arrivé, il était dans son bar. Il a même voulu m'offrir un Fanta, ce que j'ai refusé. Il a même voulu vous offrir un Fanta. Ouais. Donc il a voulu faire semblant que c'était pas lui. Je suis allé le dénoncer à la commune. Et il a été condamné à 2 ans simplement. Il n'a même pas été condamné, il a été seulement en prison. Pour 2 ans. 2 ans, puis après il est sorti. Et il a tué au minimum 45 personnes. Et ça, c'est seulement les personnes de ma famille. Il a tué d'autres sur la France, vous vouliez dire? Moi, j'étais absolument fasciné par la leçon de vie de Sévérien. Je crois qu'on ne peut pas ne pas comprendre qu'il ait la haine et que cette haine reste. Mais en même temps, c'est une question que je vous pose aussi à vous, Corneille. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que les enfants des génocidés devront un jour pardonner aux enfants des bourreaux? Il faudra, en fait, ça devient difficile à partir du moment où on doit pardonner, où on doit demander pardon pour quelque chose dont on n'est pas soi-même responsable. C'est là que ça devient compliqué. C'est un petit peu comme, je m'égare peut-être un petit peu, mais c'est un petit peu comme le rapport Afrique et l'Occident quand on parle d'esclavage et de colonialisme. C'est difficile de parler de pardon quand les fautes commises ne sont pas actuelles au niveau de la génération qui discute de ça. Et là, on parle d'enfants dont les parents ou les grands-parents, un peu plus tard, ont été génocidaires, mais qui devront demander pardon. Alors, et cette haine, elle se perpétue comme ça. On est encore dans une logique de haine, encore une fois. Ça peut durer des siècles. Enfin.
Malheureusement, oui. J'espère que ce qui va se passer au Rwanda, c'est un tout petit pays où on peut pas aller trop loin de toute façon. C'est un tout petit pays. On va être contraint à s'accepter finalement et à dépasser notre génocide. Mais c'est 10 ans seulement. 12 ans aujourd'hui, c'est trop tôt. Et Révérien, dans son livre Ouvre vers l'avenir, et vous dites « Je veux me marier, offrir des enfants à ma famille, et l'une de mes raisons pour ne pas mourir. Si un de mes frères avait survécu au génocide, j'aurais été déchargé de cette obligation, je me serais sans doute suicidé, je ne le cache pas. » Donc vous, pour répondre à Franz, vous voulez donner la vie, vous voulez que votre famille continue à vivre à travers vos enfants, et c'est comme ça que vous pardonnerez pas, mais que vous ferez continuer la vie, quoi. Vous savez, comme je suis le seul qui reste de la famille, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je meurs célibataire, toute ma famille sera finie, 0-0. Donc je me dis, si je suis là, si je suis resté jusqu'à une mission, j'ai déjà d'abord une mission de transmission, celui de transmettre, celui de rappeler, de vous rappeler que demain vous n'allez pas dire qu'on n'a pas su. Et en même temps, j'étais de me poser une question, si ma famille, mes parents, ils auraient su que je survivrais, qu'est-ce qu'ils m'auraient demandé de faire? Je ne pense pas qu'ils m'auraient demandé que je fasse la vengeance, parce qu'eux-mêmes, ils avaient survécu les années 59, les années 60, les années 70, et ils ne se sont pas vengés. Au contraire, mes parents, ils aidaient les enfants Hutus. Et quand votre mère est morte, elle vous a demandé de rembourser le voisin, ça a été sa dernière phrase. Merci beaucoup, Révérien, génocidé, toute votre histoire aux presses de la Renaissance. Merci beaucoup, ça mérite des applaudissements. Merci à vous. Alors, merci Corneille de passer nous voir. Bruno